Nous sommes sur une ancienne zone d'habitation qui a été complètement détruite lors des inondations de juillet 2010. Vous voyez, c'est ce qui reste de plus de 5 ménages qui habitaient ici. Le Sahel, c'est une zone à écologie fragile où vous avez la plus grande majorité de la population qui ont leurs moyens de subsistance basés sur l'agriculture. L'élevage est basé sur les ressources naturelles du fait de la pression de l'homme, la pression anthropique, du fait de la pression même des animaux, du fait des aléas climatiques. Les ressources s'amenuisent de jour en jour. Avec la vulnérabilité du Sahel face au changement climatique, bon an mal an, on assiste à des chocs récurrents qui, pendant ces dernières années, ont posé de sérieux problèmes à la survie même dans cette partie du monde. Au Sahel, en 2012, plus de 15 millions de personnes ont fait face à l'insécurité alimentaire. Ici, au Burkina Faso, quelques chiffres traduisent la grande vulnérabilité des populations face à des conditions climatiques de plus en plus extrêmes. Tantôt sécheresse, tantôt inondation, les crises climatiques se succèdent en zone sahélienne. Ces 10 dernières années, le Burkina Faso a vu les épisodes climatiques extrêmes se multiplier. L'inondation de juillet 2010 a été particulièrement destructrice pour les régions du centre-nord et de l'est, inondant de vastes zones habitées et cultivées. On s'est retrouvé avec un peu plus de 100 000 personnes qui ont tout perdu du jour au lendemain. Et quand je dis tout perdu, elles ont perdu leur maison, leur grenier, leur récolte, leurs animaux. C'est en suivant la chaîne des événements que l'étendue des dégâts se fait sentir. Sous la pression des fortes pluies, plusieurs barrages de la région cèdent, entraînant la destruction de nombreuses digues de protection et de routes. Suivent les destructions d'écoles, de périmètres irrigués, de pâturages, cheptels, champs, greniers et de maisons, rendant l'accès à l'éducation, l'alimentation, la santé et l'habitat bien plus difficile. Donc c'est des populations en détresse totale sur lesquelles il a fallu intervenir rapidement pour leur fournir abri, nourriture, premiers soins d'urgence. ECHO, l'Office humanitaire de la Communauté européenne, déclenche ses financements d'urgence dans la foulée. Après cette réponse d'urgence, si la crise revient, les populations vont subir la crise de la même manière qu'ils l'ont subi dans le premier temps. Suite à l'aide d'urgence, la délégation de l'Union européenne lance le programme REPI, qui va accompagner les populations sinistrées dans leur relèvement, en consolidant leurs moyens d'existence et renforçant leur résistance à de futurs chocs climatiques. We went beyond the typical intervention of just like, provide emergency help. Here there was also a link between emergency assistance and development. L'idée est de combiner les activités de court terme, sauver les vies, avec des activités de long terme, donc analyser bien qu'est-ce qui a fait que les populations ont subi aussi fortement la crise et de chercher à résoudre leurs problèmes à ce niveau. Donc, ce qu'on a décidé au démarrage de l'urgence, c'était de solliciter un fonds au niveau de la réserve de l'Union européenne, et pour ECHO et pour la délégation, pour que les mêmes partenaires qui ont appuyé les bénéficiaires puissent après recapitaliser les moyens d'existence des populations. Le financement de 3 millions d'euros de l'Union européenne a été réparti entre les 4 ONG travaillant déjà sur la zone. Ces ONG ont également cofinancé le projet REPI. Il fallait qu'on intervienne tout de suite et il fallait surtout pas qu'on rate la saison agricole qui se profilait, qui était très importante pour le relèvement des populations. Les ONG qui étaient déjà sur place et qui travaillaient avec la DG ECHO nous garantissaient une certaine qualité et aussi une certaine rapidité de mise en œuvre et éviter un appel à proposition qui nous aurait fait perdre au moins 8 à 9 mois. Ces populations manquent de ressources, de moyens de production, manquent de certaines connaissances et manque de relations avec l'extérieur, de la commercialisation. Et l'idée, c'est de travailler à renforcer leur capacité productive de façon à ce que si la crise arrive, l'effet soit moindre. On a essayé de réfléchir au mieux à la combinaison de l'ensemble des activités qu'on pouvait mettre en place ici. Notamment, on a travaillé sur le relèvement des actifs productifs
pour donner les moyens aux populations de produire elles-mêmes la nourriture dont elles ont besoin et d'avoir des revenus par eux-mêmes. Donc pour ça, on a fait des activités classiques liées à l'agriculture, au petit élevage et encore d'autres activités classiques de génération de revenus. En fait, ces deux champs ont été semés le même jour. Voilà. Actuellement, si vous voyez le champ, c'est parce qu'on a mis la fumure organique, on a pratiqué les ailes. Par contre, dans ce champ, on a juste pratiqué les cultures traditionnelles qu'on avait l'habitude de faire avant. L'objectif recherché est qu'à terme, nous ayons une population plus résiliente, c'est-à-dire capable d'utiliser de façon autonome les bonnes pratiques et que cela serve également d'exemple pour les populations non bénéficiaires pour que ceux-là également puissent utiliser les mêmes pratiques dans leur champ. On a combiné des choses d'urgence avec des choses de développement et on a utilisé des moyens qui sont utilisés normalement en phase d'urgence, qui sont notamment ce qu'on appelle du cash transfert ou alors donc du transfert d'argent contre un travail. Ça a permis aux populations les plus affectées de rester dans les villages et de réaliser ces aménagements. Ceux qui n'ont pas bénéficié, en tout cas ces appuis, ceux qui sont utilisés dans les autres villages, en tout cas, ont été obligés d'aller dans les sites d'orpaillage pour avoir quelque chose pour survivre. Ce travail Cash for Work a réuni toutes les couches sociales du village et les différentes ethnies du village, les différentes religions. Et nous avons travaillé dans la solidarité. Ça a beaucoup renforcé la cohésion sociale dans le village. Tous les villages riverains, on n'a jamais vu des gens qui ont pu travailler avec ce grand nombre-là et dans l'intégration. Nous allons pouvoir avoir du riz, nous allons pouvoir atteindre une autosuffisance alimentaire. Je pense que l'élément moteur qui a favorisé la mobilisation des populations, c'est le fait que le processus a été transparent. Au début, on s'attardait sur les populations vulnérables, mais on n'avait pas cette stratification. Les très pauvres et puis les pauvres, on ne réussissait pas à faire cette différenciation. Mais avec les critères HEA, cela nous a permis de comprendre encore un certain nombre de choses dans la vulnérabilité. Nous les avons renvoyés aux populations qui ont analysé la pertinence de ces critères. Ils en ont ajouté d'autres. Et cela a permis d'identifier les bénéficiaires qui étaient vraiment indiqués pour la réponse. Aux activités de relèvement pur viennent s'ajouter les activités de restauration du cadre de vie. On a pris une action qu'on trouvait vraiment pertinente pour le Sahel, qui était de réintroduire des techniques de construction sans bois. Le bois est un des éléments de base dans la construction traditionnelle de la région. L'inondation ayant emporté habitations et bâtiments communaux, des groupes de maçons ont été formés dans le cadre du programme afin de propager cette technique sans bois. C'est pour aider surtout les populations à pouvoir donc reconstruire leurs maisons avec un matériau disponible, avec une technologie adaptée donc à leur contexte actuel. C'est aussi réduire cette pression qui aurait pu, sans cette technologie, avoir sur l'environnement. Espaces de stockage et fours à céramique sont également conçus avec cette technique, permettant au groupement de femmes de la région de démarrer une activité rémunératrice. Quand nous brûlons dehors, le vent emporte le feu et la cuisson n'est pas bien faite. Pourtant, dans le four, il n'y a pas de vent, donc la cuisson est bien faite et le bois aussi est réduit en ce moment. Des forages ont permis d'alimenter en eau de nouvelles zones pour les populations déplacées, tandis que des actions de reboisement et réaménagement des berges consolident la résistance de la zone à de futurs chocs. Dans le cadre du répit, il y a eu des activités de renforcement des capacités à l'adaptation au changement climatique. Il y a son Laurent, c'est dans le passé. Et ce qu'on a trouvé, il y avait des animaux sauvages. La brousse était dense. Les sols étaient fertiles, donc la production était bonne. Ces activités ont permis aux populations de prendre conscience de l'évolution des ressources naturelles et enfin d'identifier les problèmes auxquels elles peuvent apporter des solutions elles-mêmes. Afin d'accompagner le développement communautaire, des formations sont organisées auprès des collectivités locales
ainsi que des actions de plaidoyer au niveau des élus et administrations. Une des choses intéressantes du programme REPI, c'est le fait que la délégation ait mis en place cette évaluation itérative. Ça nous a apporté une plus-value très importante pour essayer de voir si on était bien en ligne avec les objectifs que nous étions fixés, et nous avons pu mettre en place ce qu'on appelle un cadre de suivi global avec des indicateurs globaux qui nous a permis de voir si on était bien sur le bon chemin et de voir comment est-ce qu'on pouvait réorienter le cas échéant par rapport au contexte. Dans ce mécanisme, nous avons une phase de surveillance. L'idée, c'est d'élaborer des indicateurs qui vont permettre de surveiller l'évolution du contexte et d'être capable d'agir très vite, de façon à ne pas perturber les programmes de développement ou de réhabilitation en cours. Un point important dans le cadre de la mise en œuvre a été le besoin de réadaptation du projet face à la crise alimentaire 2011-2012 qu'ont connu les zones d'intervention du projet. Et à cet effet, les actions de transfert monétaire ont été mises en place beaucoup plus tôt, dès le mois de décembre, à un moment où les prix sur les marchés étaient encore à un niveau acceptable, afin de permettre aux ménages bénéficiaires des actions de transfert monétaire de constituer des stocks et de pouvoir conduire des actions, des travaux champêtres lors de la période de soudure. The flexibility to reorient project and activities was definitely an element we need to look further into, and also an element that we have to be able to do more easily, more flexible in our ongoing projects, which have to follow normal procedures. That's definitely something where we need to have more margin of maneuver. On s'est rendu compte qu'on pouvait avoir une répartition à la fois dans le temps et sur les modes d'intervention, et que finalement on avait vraiment une très bonne complémentarité entre les fonds d'urgence et les fonds structurels de développement. Et donc c'est un projet qui pour nous finalement est un projet test, et c'est la raison pour laquelle nous avons envie de capitaliser, de réfléchir ensemble avec d'autres partenaires. C'est un outil qui, dans le cadre de la situation du Sahel aujourd'hui, pourrait vraiment être utilisé à large échelle et permettre à ces populations de petit à petit de se remettre des chocs et surtout de pouvoir gérer des futurs chocs. Donc on est vraiment dans une stratégie de résilience. Donc la phase de développement ensuite est toujours très importante pour essayer de consolider l'ensemble des acquis qui ont été faits par les deux phases précédentes. Idéalement, une action qui se baserait sur les mêmes zones, les mêmes populations pendant 5 à 8 ans nous permettrait de sortir complètement de la vulnérabilité et de sortir ces populations-là d'un besoin d'aide extérieure. Mais effectivement, ce n'est pas facile de trouver les outils nécessaires pour pouvoir travailler pendant 5 à 8 ans sur ces mêmes zones avec ces mêmes populations.